Non, pour moi, Oui. d'abord, la première des choses, il faut aimer son pays. Vraiment, pour moi, c'est la meilleure façon de faire la politique. Je suppose, puisque je ne suis pas dans l'esprit de Dieu, que tu es un homme vraiment occupé. Et tu as parlé de synthèse, de documents parfois de 100 pages, de 200 pages et autres. Et explique-nous un peu le stress que tu vis parfois quand tu as assez à faire, quand tu as assez sous la main. J'avoue que le stress, il est constant. Quand on est à un certain niveau Oui. de responsabilité et la capacité à gérer le stress, ça fait partie des performances. Oui. Voilà, d'un agent à un certain niveau. Oui. Voilà, donc pour moi, le stress, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on est confronté parce que vous pouvez être en train de faire un travail Oui. et on te dit ce que tu fais, tu laisses. Il y a ce qui est urgent. Oui. Il y a ce qui est urgent. Je suis en train de faire ce qui est urgent. Oui. On envoie un autre travail intermédiaire qui n'est pas urgent, Oui. qui est aussi important. Donc, tu te retrouves avec 3 ou 4 dossiers en même temps. Oui. Voilà, maintenant, quand c'est comme ça, en tant qu'agent, tu as ta capacité d'analyse, tu sais, prioriser tes documents. Si tu fais ce qui est important à la place de ce qui est urgent, Oui. tu es inefficace. Donc, il faut avoir le discernement Oui. de faire d'abord ce qui est urgent, ensuite ce qui est important, Oui. et puis après, ce qui est peut-être moins important ou ce qui est intermédiaire. Mais parfois, entre ce qui est urgent et ce qui est important, Oui. il y a ce qui est intermédiaire que tu peux faire rapidement. Parce que ça ne peut pas attendre aussi. Oui. Ça peut te prendre un petit temps Oui. et ça ne doit pas attendre. Donc, tu le fais Oui. et puis tu continues ton travail urgent. Donc, il y a tout ça. Alors là, Voilà. c'est un calcul Voilà. quotidien C'est qu'il tout faut. un calcul qu'il faut. Sinon, tu peux être qualifié d'être un agent inefficace. Oui. Voilà. D'accord. Et bon, ça, c'est l'explication générale. Donne-nous un moment concret pendant lequel tu étais vraiment stressé et c'est peut-être déjà arrivé où tu te dis, mais c'est beaucoup, là, c'est beaucoup. Comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que tu l'as vécu? En 2022, Oui. il y avait la problématique des vie chères qui avait atteint vraiment son paroxysme. Oui. Partout, on parlait de vie chère, la cherté de la vie, le prix du carburant Oui. qui était un peu élevé par rapport à la crise de Covid Oui. et tout ça. Et la guerre ukrainienne qui avait aussi amplifié. Oui. Donc, le gouvernement, à l'époque, à la tête du Premier ministre Patrick Hachi, Oui. il avait la responsabilité de répondre en urgence aux différentes préoccupations des Ivoiriens. Mais pour ce faire, il devait d'abord entretenir les populations, leur expliquer ce qui se passe. Oui. Parce que la communication, l'échange avec les populations fait partie aussi des principes de base d'une démocratie. C'est ça. Tu ne peux pas régler un problème sans expliquer aux populations pourquoi le problème est intervenu. Oui. Et donc, il nous avait été confié d'élaborer des éléments de langage, des éléments de langage pour expliquer aux populations le phénomène de vie chère, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui doit être fait, comment ça va être fait pour elles. Oui. Et donc, c'était un travail très difficile parce que il fallait faire le tour de toutes les thématiques de société, tous les problèmes de société qui se posaient en ce moment-là. C'est ça. Et donc, je me rappelle bien, il y a un jour qu'on est rentré pratiquement à 2 heures du matin. Wow. Voilà, tu quittes la maison
à 7 heures Oui. et tu rentres à 2 heures du matin. Et quand tu rentres à 2 heures du matin, ce n'est pas une excuse Oui. pour rester au lit avant 8 heures. Donc déjà, à 8 heures, tu dois être au bureau pour continuer le travail ou bien entamer l'autre. Donc, c'est des moments de stress constant. Oui. Voilà, donc parfois, quand tu vois les gens, on dit non, mais vous, ceux-là, ils sont au bureau, ils font rien. Donc, disons, pour contrecarrer l'idée que nous avions eue la première discussion, qui était que ce sont des messieurs en veste, en cravate, ils vont s'asseoir dans un bureau climatisé, ils délèguent le boulot et ensuite ils rentrent à la maison. C'est ça. D'accord. Oui, et tu as dit que c'était des moments de stress constant. Et il arrivait que tu arrives à la maison à 2 heures du matin et qu'il fallait être encore au boulot à 8 heures. C'est ça. Mais tu as également dit que tu étais père de 2 enfants. Comment concilier ce moment de stress constant au travail avec la famille? Comment est-ce que tu parviens à avoir le juste milieu? Bon, j'avoue que c'est pas facile, Oui. mais on le fait pour prendre cette anecdote-là, c'est-à-dire ma fille, Oui. le jour, elle me voit à la maison à 16 heures ou 17 heures. Elle me dit, papa, il y a quoi aujourd'hui? Il y a quel problème au travail? Oui. Elle est étonnée de me voir à la maison à 16 heures, 17 heures. Ou bien même 18 heures. Oui. Avant 18 heures, elle me pose toujours la même question. Ah, papa, tu es venu vite aujourd'hui. Oui. Voilà, donc, c'est pour dire que la famille s'habitue, puisque c'est ton quotidien. Oui. Mais tu prends le temps aussi d'expliquer à la famille pourquoi tu ne peux pas être là souvent, pourquoi tu es parti. Et même quand tu as le temps, parfois, quand tu es en congé ou tu as un peu de temps, tu le consacres à la famille pour que tu ne sois pas absent sur tous les plans. Parce qu'il faut aussi suivre ce que les enfants font à l'école. C'est ça. Toujours être là pour comprendre si les choses se passent bien. Voilà, donc c'est tout ça, toute cette combinaison-là qui fait la vie de famille. D'accord. Et tu ne t'attendais pas forcément à ce stress constant, puisque avant de commencer le boulot, tu as peut-être fait autre chose et le stress n'est pas pareil. Donc, en tout, quelle vision tu as maintenant? Quelle vision tu conçois maintenant de ce monde de travail, de famille que tu n'avais pas forcément avant d'avoir ce travail? Ma perception aujourd'hui, pour moi, c'est... En tout cas, j'ai une appréciation objective et honnête du monde du travail. Parce qu'avant, étudiant, tu pouvais appeler un tonton qui te décrochait peut-être 2 jours plus tard. Tu l'appelles, il ne décroche jamais. Et peut-être c'est 2 jours plus tard, il t'appelle, te dit, ah, tu as essayé de me joindre tel jour, ou bien toi, tu insistes. Deuxième jour, et puis il décroche. Et souvent, on est forcément tenté de dire qu'il est trop méchant, ou bien il se prend trop quand on l'appelle, il ne prend pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me le disent également. On dit, ah, mais lui, quand tu lui envoies un message, c'est 2 jours après, il va te répondre. Mais le truc, c'est que les groupes WhatsApp, il y en a des dizaines professionnels. Et quand tu prends ton téléphone, ta priorité là, c'est le travail d'abord. C'est ça. Et même quand le travail et puis la famille. Donc, quand je prends mon téléphone, je regarde si je n'ai pas d'urgence au travail. Si je n'ai pas une urgence professionnelle, quelque chose qui me contraint à changer le cours de la journée. Donc, quand c'est comme ça, je priorise. Après, je regarde ma famille et puis ensuite, je peux passer à d'autres choses. Donc, quand je prends le premier message, que ça commence par un stress du travail, c'est pas sûr que je réponde à d'autres messages. Oui, c'est clair. Donc, directement, je suis plongé
dans le travail. Oui. Donc, c'est ce qui fait souvent, voilà, d'aucuns disent, quand on l'appelle, il ne décroche pas. Bon, après, il ne te rappelle pas. Mais bon, je m'arrange toujours aussi, en tout cas, à répondre après. Oui. Voilà, ceux qui m'envoient souvent des messages, même si je ne réponds pas de façon systématique. Et je peux comprendre pour ceux qui me font la même chose, parce que j'ai des supérieurs. C'est ça. Il y a aussi des aînés qui sont à des postes de responsabilité que j'appelle, qui me répondent 2 jours après, ou bien parfois même 1 semaine après. Donc, c'est la réalité, c'est la vie professionnelle qui est comme ça. C'est ça, c'est ça. Et je rebondis là-dessus, la vie professionnelle. Et bon, là, tu es pour un court séjour en Allemagne. Et qu'est-ce qui t'a marqué ici? Vraiment, c'est un beau pays, d'abord. Un très bon pays. Et ce que j'ai remarqué ici en Allemagne, c'est la liberté avec laquelle les populations circulent. Oui. Pour avoir été en France, pour avoir accès au métro, il y a des barrières. Il faut d'abord scanner ta carte ou bien ton ticket de passage pour accéder au métro. C'est ça. C'était la même chose quand j'étais à Séoul. Oui. Le constat était le même. Tant que tu n'as pas scanné ta carte, tu n'as pas accès au métro ou bien au bus. Le contrôle est strict. Mais ici en Allemagne, tu peux rentrer dans le métro, il n'y a aucun contrôle, personne ne te demande. Toi-même, ta conscience te pousse à aller payer ton ticket. Donc pour moi, c'est une société qui a été conscientisée vraiment jusque, je veux dire, au sens profond du terme. C'est une société responsable. Elle a été responsabilisée par les autorités. Donc pour moi, c'est ce modèle de société-là que nous devons avoir chez nous. Amener les populations à comprendre d'elles-mêmes le sens des choses, quelle est leur responsabilité dans la société, quels sont leurs devoirs, quels sont leurs droits. Et une fois chacun sait ses droits, ses devoirs et fonctionne sans vraiment être contrôlé, sans être, comme on appelle, pris entre les griffes pour pouvoir agir. Pour moi, c'est la meilleure des sociétés. Moi, c'est la seule chose qui m'a frappé en Allemagne. Et pour moi, c'est une société modèle à copier chez nous. D'accord. Et c'est ce que tu expliquais là, lors de notre dernier entretien, cette vision de la communauté qui est réunie autour d'un même objectif. Et là, tu as parlé de conscience qui régit toute la société. C'est ça. D'accord. Merci bien. Et nous continuons donc de tout ce que tu as appris ça et là, de ton cursus à Séoul, de ton séjour, même si tu es là pour un court séjour, mais il y a forcément une expérience que tu auras acquise. C'est ça. Pas forcément approfondie, mais quand même une expérience. Une expérience est une expérience. Et de tout cela, qu'est-ce que tu auras retenu pour... Tu as également dit que c'est d'abord le pays, d'abord le compatriote. Comment est-ce que tu comptes mettre toute cette expérience-là concrètement au service de tes compatriotes? Parce que tu as également dit que tu as des visions politiques. Oui. Oui. D'abord, nous sommes, on le dit, le miroir de ce que nous voyons, ce que nous avons vécu. Et un homme conscient devrait agir en fonction de ses expériences, ce qu'il a pu sélectionner de bon chez les gens. Et pour moi, comme je l'avais dit précédemment, le projet que j'avais implémenté dans le cadre du développement des villages, je l'ai vu en Corée. J'ai vu comment les villages étaient développés. J'ai vu comment les communautés sont réunies autour des projets. Et pour moi, quand j'ai été également en Allemagne, j'ai vu des villages. J'ai vu le niveau de développement des villages. D'ailleurs, là où nous sommes,
c'est un village allemand et tu as l'impression que tu es à Cocody chez nous en Côte d'Ivoire. Pourtant, nous ne sommes pas la capitale pour l'instant. Donc, pour moi, c'est vraiment cette expérience-là, cette façon de faire les choses qu'on devrait ensemble nourrir pour implémenter chez nous. Moi, c'est ce modèle de société-là qu'il nous faut. Réunir nos communautés autour d'un idéal, les sensibiliser pour l'atteinte des objectifs auxquels nous aspirons pour le bonheur de l'ensemble des populations et pour l'intérêt général. D'accord. Et as-tu peut-être déjà quelques idées concernant le fait de réunir la population autour d'un même objectif? Est-ce que tu as déjà tu es déjà en train d'élaborer des projets, de mettre en place la stratégie et autres pour atteindre ton but? Oui, j'ai mis déjà en place une ONG. Oui. Ah, d'accord. J'ai mis en place une ONG. Et je suis aussi membre d'autres ONG au niveau local. Et pour moi, ces ONG ou bien cette ONG que j'ai mis en place devrait me permettre d'aller chercher certains investissements, de tisser des partenariats avec soit d'autres organisations qui existent déjà comme Entraide Initiative et bien d'autres pour pouvoir mettre en place soit des infrastructures sociaux, culturelles, des infrastructures économiques qui n'existent pas forcément chez nous dans certaines localités. En effet. Voilà. D'accord. Donc, nous continuons. Et, d'abord, nous te souhaitons bonne chance pour la mise en œuvre de tes projets. Merci beaucoup. Et la question que je voulais poser, c'est comment dissocier ces projets que tu as de la politique pour ne pas qu'on retombe dans le même scénario du Père Noël. Comment comptes-tu t'y prendre pour que ça ne soit pas perçu comme cela? Bon, je le disais, bon nombre d'hommes politiques chez nous se servent de leur poste de responsabilité pour venir vers la population, pour demander leur voix. Déjà, le poste de responsabilité, il est individuel. Il ne concerne en aucun cas les populations. Même si il permet d'avoir une influence. Et moi, ce que je préconise, c'est de ne pas aller vers les populations et leur présenter seulement qui je suis, à quel niveau de responsabilité je suis. Mais partir vers elles, vers les populations, avec un projet. Avec un projet qui leur appartient. Avec un esprit d'association, un esprit d'entraide, un esprit de solidarité. Voilà, c'est à cela que, pour moi, on peut arriver à bon port parce que il faut que les populations s'approprient les idéaux, la vision du projet qu'on veut élaborer et implémenter pour elles. Voilà. Sinon, ce qui est fait pour nous, sans nous, même si ce n'est pas fait contre nous, mais c'est fait pour un intérêt peut-être intrinsèque ou égoïste. C'est ça. Voilà. C'est ça. D'accord. Et nous saisissons l'occasion pour passer le bonjour à Entraide Initiative. Merci pour tous les projets que vous réalisez en Côte d'Ivoire. Merci pour l'impulsion dynamique que vous donnez à la Côte d'Ivoire. Et au passage, encore, merci au président d'Entraide Initiative, M. Conan Albert, qui se donne corps et âme pour mettre en œuvre les projets d'Entraide Initiative. Nous continuons donc avec notre invité. Et la question, je l'ai déjà peut-être posée, mais pour aller en profondeur, pour comprendre encore plus. Est-ce que c'est possible d'être politique et d'être représentant d'une ONG? Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêts?
La politique, Oui. pour moi, c'est pas forcément appartenir à un parti politique. Oui. Voilà, la politique, c'est la gestion Oui. de la chose publique. Oui. Et on peut être membre d'un parti politique et être membre d'une association apolitique. Oui. Voilà. Parce que le principe d'une association apolitique, c'est la présence de toutes les sensibilités, Oui. mais sans que la politique ne prévale de tout ce qui est fait. Oui. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité entre être homme politique Oui. et être membre d'une association apolitique. Voilà. Surtout que quand on est membre d'une association apolitique, Oui. il faut faire fi, voilà, de ces idées politiques, Oui. de ces, comment on appelle, des projets politiques Oui. qu'on a. Voilà, il faut forcément cette coloration politique-là Oui. soit réservée, soit éteinte pour que tout le monde se sente, Oui. voilà, dans la chose. Donc pour moi, c'est la meilleure façon d'œuvrer, voilà, pour que tout le monde se sente impliqué. D'accord. Voilà, donc en mettant en place cette association Oui. apolitique, Oui. non gouvernementale et à but non lucratif. Oui. Voilà, l'objectif c'est d'impliquer toutes les communautés, toute ma communauté, Oui. voilà, à régler, voilà, les problèmes qui sont les nôtres. Oui. Voilà, donc pour moi c'est ça en fait. D'accord. Et quelle vision claire tu as pour tes compatriotes? Tu as pour... Bien sûr, tu n'es pas un responsable politique, mais on peut se projeter. On a le droit de rêver, on a le droit de faire des projections futures. Quelle vision tu as pour tes compatriotes, pour ton pays? La vision que j'ai pour mon pays, vraiment, c'est de voir la Côte d'Ivoire s'imposer sur la scène internationale. Oui. Permettre aux Ivoiriens de se démarquer, de se faire remarquer par la qualité de leur travail, Oui. par la qualité de ce qu'ils produisent. Pour moi, c'est être citoyen du monde, un modèle. Oui. Voilà, c'est ça que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Et là, partout où nous sommes, il faut qu'un Ivoirien, voilà, par le sérieux de son travail, voilà, soit ce modèle-là Oui. qui inspire les autres C'est sociétés et les communautés. Oui. Voilà, donc pour moi, c'est ce que nous voulons tous, voilà, pour la Côte d'Ivoire. Nous avons un grand pays, plus de 63 ethnies. Oui. Voilà, en plus des communautés allochtones Oui. qui existent chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, toute cette combinaison-là, pour moi, c'est l'interculturalité ou la multiculturalité. Oui. C'est une valeur, voilà, que certains n'arrivent pas forcément à avoir chez eux. Pour moi, c'est une valeur culturelle énorme, une valeur politique dont on peut se servir pour développer notre nation. D'accord, merci. Et donc, l'idée, c'est que bon, chacun peut jouer un rôle à son niveau, quand bien même que tu ne sois pas responsable politique, mais tu as déjà une vision claire de ce que tu attends de tes compatriotes, de ton pays. Et là, on voit que tu es pour le développement, pour, disons, pour que ton pays ait une place encore plus prépondérante dans le Conseil des Nations. C'est ça. Et nous continuons donc avec la question suivante. Disons, quel rôle voudrais-tu jouer dans le futur? Qu'est-ce que tu as comme vision? Quel rôle je veux jouer dans le futur? Oui. Pour moi, j'ai commencé à jouer un rôle. Oui. Je continue de jouer ma partition. Oui. Voilà, je suis agent du ministère, administrateur civil, agent au cabinet du Premier ministre. Déjà, moi, mes actions que je pose, je continue de me former davantage
C'est ça. Je continue de rêver grand pour changer les choses à quelques niveaux de responsabilité, voilà, que je sois. Oui. Donc pour moi, c'est ça le combat. Parce que quand j'ai un aîné qui a l'habitude de dire, quand on te nomme balayeur Oui. et que vous êtes dit balayeur, fais un effort pour être le meilleur parmi les balayeurs. Oui. Voilà, c'est en cela qu'on peut accéder à un haut niveau de responsabilité. Oui. Voilà, toujours faire preuve de courage, d'engouement, d'engagement profond au travail et surtout d'honnêteté, oui. Voilà, d'honnêteté et de transparence. Voilà, parce que très souvent aussi dans nos sociétés, quand on est à un certain niveau de responsabilité, oui. Voilà, on peut être tenté parfois, voilà, de pratiquer le népotisme ou le tribalisme parce on est tous issus d'une communauté. Oui. Donc pour nous, c'est de bâtir demain la Côte d'Ivoire sur la base des valeurs, voilà, une société Oui. méritocrate, voilà, qui aura cette chance-là, Oui. vraiment de s'élever Oui. au-dessus de toutes les sensibilités. Nous avons assez de projets, assez de responsabilités. Oui. Voilà. Encore, nos pays on nous appelle des pays en développement. Oui. Ça veut dire qu'on a beaucoup de choses encore à réaliser. Oui. Et c'est avec le mérite qu'on peut y arriver. Donc, pour moi, c'est prioriser ceux qui ont de la compétence. Oui. Voilà, ceux qui ont vraiment cette capacité à faire changer les choses ou à contribuer de façon sincère, Oui. voilà, au projet prioritaire, voilà, pour notre nation. D'accord. Merci bien. Et pour ceux qui nous regardent, que dirais-tu à quelqu'un qui voudrait travailler dans le même domaine que toi? Pour celui qui veut travailler dans le même domaine que moi, Oui. d'abord, je l'encourage à se former davantage. Se former davantage parce que pour moi, Oui. il faut consacrer une dizaine d'années en termes d'expérience Oui. avant de prétendre aujourd'hui peut-être être nommé à un poste de responsabilité. Oui. C'est ce que on appelle couramment expérience professionnelle. C'est ça. Voilà, si tu as une expérience professionnelle d'une dizaine d'années qui est aussi glanée par des formations, des certificats et autres, Oui. ça te permet de prendre des décisions importantes quand on est à un poste de responsabilité. Parce que le plus souvent chez nous, c'est que on veut voir le miracle partout. Oui. On ne se forme pas, on ne lit pas et on attend, voilà, d'être nommé, que le miracle surgisse de nulle part. Oui. Et on se retrouve parfois à être frustré, voilà, parce qu'on aura consacré une dizaine d'années au service d'un responsable politique ou administratif. Oui. Et à chaque fois qu'il y a des nominations, on n'est pas concerné. On prend quelqu'un d'autre pour venir nous diriger. Souvent, c'est dû au fait que le responsable, quel que soit l'amour qu'il a pour vous, il a un sens de discernement. Il sait qui peut faire son affaire, qui peut faire avancer son administration. Oui. Donc, parfois, voilà, même s'il est pris entre l'amour de l'individu que vous êtes et l'amour de son travail, il va choisir l'amour du travail. C'est ça. Voilà, et c'est en cela qu'on prend quelqu'un qui est formé et qui peut faire avancer les choses. Donc, pour moi, le seul conseil que je puisse donner, voilà, il faut aimer d'abord le travail qu'on veut faire. Voilà, si tu décides d'être enseignant, il faut aimer l'enseignement. C'est ça. Si tu décides d'être agent administratif, il faut aimer l'administration. Il faut aimer ses principes. Et c'est comme ça qu'on peut aider notre pays à se lever. D'accord. Et nous continuons dans la même veine. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait faire le même travail, mais puisque tu as déjà l'expérience, à quoi est-ce qu'on devrait faire attention
puisque tu as parlé de stress constant, à quoi est-ce qu'on devrait faire attention pour que cela ne soit pas au détriment de la famille? D'abord, ce à quoi, pour moi, on doit faire attention, c'est le sens de l'honnêteté qu'il faut avoir. Parce que quand tu es à un certain niveau de responsabilité, tu as une signature qui porte, et la signature, elle peut te permettre d'avoir des financements ou de décaisser de l'argent. Oui. Et il faut parfois prioriser l'intérêt général. Parce que quand on n'est pas honnête, on est tenté de détourner ou d'utiliser des fonds à des fins qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ça devrait être décerné. Oui. Donc, pour moi, il faut faire attention à son éthique et à la morale. Oui. C'est très important dans l'administration, pour soi-même, pour ses enfants, Oui. pour sa famille. Voilà, parce qu'une fois, on est épinglé ou on a des problèmes, ça, c'est toute la famille, c'est tout l'avenir des enfants, voilà, qui peut en pâtir. Donc, pour moi, c'est surtout ça. Oui. Sinon, quand tu travailles sérieusement, quoi qu'on dise, que tu sois méchant ou mauvais, mais quand ton travail est juste, voilà, le temps te donne toujours raison. C'est ça, bien, bien résumé. Donc, en clair, être aussi un modèle pour ses enfants, pour sa femme, pour sa famille. Exactement. Très bien. Si tu devrais résumer tout ton parcours en 2 phrases. En 2 phrases, Oui. Je dirais que, en tout cas, je suis passé d'un intrus de l'administration, voilà, à un agent aujourd'hui, voilà, aguerri, qui a les qualités qu'il faut, voilà, pour exercer au sein de l'administration centrale. Okay, super. Et on tend vers la fin de l'émission, de l'entretien. Tu as forcément des collègues qui regarderont cet entretien. Et nous leur passons bien sûr le bonjour. Tu as bien sûr l'occasion de saluer quelques-uns avant que nous continuions. Oui, effectivement. Oui. Je voudrais d'abord saluer mon tout premier directeur, mon responsable au niveau du ministère du Plan, qui est le directeur général Alou Saraka, qui est directeur général de l'administration de l'aménagement du territoire, du développement régional et local, voilà, qui m'a introduit, disons, qui m'a appris à faire mes premiers pas, voilà, dans l'élaboration des projets publics. Et ensuite, j'aimerais saluer ce que j'appelle actuellement mon mentor, ma marraine, qui est ma supérieure hiérarchique au niveau du cabinet du Premier ministre, Madame Sylvie Touré, voilà, qui est aujourd'hui, en tout cas, m'a appris et a fait de moi ce que je suis. Donc, pour moi, voilà, de façon très, 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 très honnête, voilà, j'aimerais leur adresser, en tout cas, leur témoigner, voilà, ma gratitude et en tout cas, ma reconnaissance infinie. Et puis bon, je fais un clin d'œil à ma petite famille. Voilà. Et c'est ça. D'accord. Si, quand tu fais un regard, tu fais un regard rétrospectif, si tu devrais reprendre le même chemin que tu as pris, puisque comme je l'ai dit, tu as un cursus littéraire, tu as fait la germanistique, si tu devrais reprendre le même chemin, le ferais-tu? Ou bien tu te dis... Moi, si je devais reprendre le même chemin, je ne regretterais pas. J'allais reprendre le même chemin. Parce que c'est vrai, la germanistique, ça ne sert pas forcément grand-chose. Peut-être on le dit à tort ou à raison. Mais quoi qu'on dise, l'allemand nous a appris à être beaucoup plus rigoureux. Voilà, la rigueur aussi, c'est une qualité
voilà, qu'on a appris Oui. au département. Peut-être c'est ce sens de rigueur-là qui m'a appris à ne pas lâcher et à aller apprendre davantage Oui. pour pouvoir m'adapter, voilà, à ma responsabilité actuelle. Oui. Voilà, donc pour moi, je ne regrette pas mon passage, voilà, à l'université, d'avoir fait le département d'allemand, d'avoir fait un master en allemand. Oui. Voilà, ça a été, voilà, pour moi une opportunité, Oui. voilà, parce que j'avais cette facilité avec les langues. Oui. Voilà, ce qui m'a d'ailleurs permis de me retrouver en Corée. Oui. Voilà, et même en Corée, j'étais le meilleur en langue coréenne. Donc, pour D'accord. moi, voilà, ça m'a... À propos, quel mot coréen, quelques mots coréens pour nous? Bien sûr, on ne comprend pas, mais quand même, il y a forcément quelques mots, même si tu as fait les études en anglais, mais il y a forcément quelques mots coréens qui sont restés. Oui, bien Oui. sûr. En Corée, par exemple, en tout cas, on nous a appris quelques mots pour pouvoir aller en tout cas, nous promener sans se perdre, aller savoir lire au moins les panneaux, Oui. aller dans les marchés et autres. Donc, d'abord, pour saluer, tu disais en coréen, annyeonghaseyo. 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 Donc, le coréen lambda, Oui. annyeonghaseyo, c'est pour, quand tu dis annyeonghaseyo, on trouve que bon, tu as appris. Oui. Sinon, si tu dis agnon, déjà le coréen sait que tu sais parler couramment le coréen. Donc, d'accord. Voilà, ce sont quelques petits mots. Oui. Voilà. D'accord. Et puisque la langue est une langue vivante, ça fait quand même assez d'années que tu ne parles pas couramment l'allemand, mais il y a forcément un fond. Oui, bien. Oui. Donc, dis-nous quelques mots, quelques phrases si tu veux. Au moins te présenter ou bien saluer. Ich bin Saïbou Balma. Ja. Ich arbeite in der Côte d'Ivoire. Meine Küste für diejenigen, die Deutsch sprechen. Ja. Und heute, ich bin in Deutschland. Im Urlaub oder was erst. So, ich bedanke mich für diese Interview und ich bin sehr zufrieden, Ja. in Deutschland zu gewesen. Zu sein. Zu sein. Ja. Ok. Donc, c'est quelques petits. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a encore un fond. Voilà, en fait. Il y a quelques fonds. Oui. En tout cas, je comprends quand des gens, en tout cas, interagissent. Voilà, j'arrive à capter. En tout cas, je ne suis pas perdu quand je suis en Allemagne. D'accord. Voilà. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, et s'il y a des questions que je n'ai pas posées, pour ton mot de fin, tu peux revenir là-dessus et dire ton mot de fin. Et c'est après cela qu'on va mettre fin à cet entretien. En tout cas, je voudrais dire merci à l'ONG Entraide Initiative pour cette initiative. Oui. Voilà, pour tout ce dispositif mis en place. Oui. Voilà, pour nous donner droit à la parole, Oui. pour intervenir sur nos faits de société. Oui. Voilà, pour moi, c'est une satisfaction personnelle. Oui. Voilà, d'être passé ici en Allemagne. Oui. Voilà, pour m'imprégner des réalités et d'une expérience que j'acquiers de plus pour pouvoir agir, voilà, dans mon milieu local et dans mon milieu personnel. Oui. Donc, vraiment, je voudrais adresser mes remerciements à toute l'équipe dirigeante, voilà, de l'ONG, à commencer par son président Konan Yao Albert, voilà, qui est un frère pour moi, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Voilà, et je voudrais en tout cas féliciter l'équipe pour le travail déjà abattu en Côte d'Ivoire, pour des projets en cours. Et voilà, pour aussi des passes qui seront faites à mon ONG ou à, voilà, ou en tout cas à une future
disons, collaboration. Cette future collaboration, Oui. voilà, déjà, que nous allons vraiment entamer. Oui. Voilà, donc vraiment, c'est sur ces mots-là que je voudrais vraiment, voilà, me limiter pour encore réitérer mes remerciements vraiment à tous. Et aussi, sans oublier la famille Dion, Oui. voilà, qui est à nous tous vraiment nos tuteurs Oui. légaux, Oui. légitimes, C'est ça. voilà, ici en Allemagne. Oui. Et quel que soit, en tout cas, notre agenda, Oui. quelles que soient nos occupations, voilà, il a toujours démontré sa disponibilité. Oui. Voilà, pour en tout cas le séjour que j'ai pu passer, je ne me suis pas senti seul. Oui. Voilà, j'ai pu rencontrer presque tout le monde. Oui. Tout le monde est passé ici vraiment, voilà, me témoigner de leur solidarité, leur fraternité. Oui. Voilà, donc pour moi, voilà, comme on le dit au département d'allemand, meilleur Als ein Deutschclub. als ein Deutschclub, Eine une famille. C'est ça. Voilà. Donc je l'ai senti vraiment dans nos axes ici. D'accord. Et nous, à Perspective Future, Perspective et Zukunft, nous te Ouais. disons également merci de t'avoir prêté au jeu et nous espérons t'avoir encore prochainement. Nous te souhaitons bon retour en Côte d'Ivoire et malgré la distance, il est quand même possible de participer aux différentes émissions et nous serons ravis de t'avoir comme consultant sur notre chaîne. Merci beaucoup. Merci à vous et c'est un plaisir. Merci.